Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Nicole Niesotto, membre du conseil d'administration, vice-présidente même de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « L'Europe peut-elle faire face ?» Il est ainsi chapeauté. Sans céder à la sidération d'une guerre qu'on croyait impossible sur le continent, sans tomber dans les travers de la lenteur et de la désunion, l'Europe s'est rassemblée pour revendiquer les atours d'une puissance que Vladimir Poutine avait sans doute sous-estimée. Cela suffira-t-il pourtant à faire reculer le maître du Kremlin ? Rien n'est moins sûr. Vladimir Poutine a répété plusieurs fois sa détermination à poursuivre sans compromis son offensive et, au-delà de leur caractère symbolique, l'impact des sanctions sur l'économie russe pourrait prendre plusieurs semaines à faire pleinement effet, tout comme la livraison d'armes dans les villes aujourd'hui menacées. Face au défi de l'offensive russe, l'Union a opposé avec constance sa solidarité et son soutien à Kiev. Peut-elle aller encore plus loin ? Dans le cadre de nos BADA, si c'est pour la culture on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier l'enregistrement de nos échanges avec le public à propos de la situation en Ukraine et en Russie, échanges enrichis par la présence de Sylvie Bermann, ambassadeur de France, en poste à Moscou de 2017 à 2019, et aussi par la présence d'un confrère qui a passé récemment 7 ans en Russie, Étienne Bouche, et d'un ami russe à peine arrivé de son pays qui a pu nous éclairer sur les craintes de ses congénères. Les inscriptions pour notre émission en public du 6 avril sont ouvertes sur notre site. Je remercie celles et ceux qui nous envoient des suggestions pour un lieu d'enregistrement pour nos émissions de mai et de juin. Nous les étudions attentivement et nous sommes preneurs de toutes les nouvelles suggestions qui pourraient nous arriver. Commençons maintenant cette émission en nous intéressant à l'impératif du réarmement. Pourquoi et comment ? À l'issue d'un conseil de défense le 26 février, Emmanuel Macron a décidé de livrer des équipements militaires supplémentaires et du carburant à Kiev. Le communiqué de l'Élysée ne donne pas de détails sur ces armements. Selon l'état-major, plus de 9500 soldats ont été directement mobilisés ou mis en alerte en fin de semaine dernière. Quelques 500 militaires ont été déployés en Roumanie, en plus des 300 déjà actifs en Estonie, où une centaine d'autres accompagnent l'arrivée de 4 avions de chasse Mirage 2005, destinés à renforcer la défense aérienne des pays baltes. 600 soldats sont également mobilisés pour des vols au-dessus de la Pologne. Environ 8000 militaires français sont d'alerte dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN, dont la France assume le commandement en 2022. Pour faire face à la montée des tensions en Europe, Emmanuel Macron s'est engagé le 2 mars à augmenter fortement les moyens des armées. Depuis des mois, le chef d'état-major, le général Thierry Burkhardt, reconnaît que la France ne saurait faire face à un conflit durable et ou de haute intensité. Les failles de la défense française sont nombreuses. Graves insuffisances de nos munitions, quasi-impasse sur les drones, format limite de notre marine et de notre aviation, fortes dépendances extérieures pour la projection de nos forces. Bien que très conséquentes, les sommes prévues dans la loi de programmation sont jugées insuffisantes par les députés Jean-Louis Thierriot, les Républicains et Patricia Miralles, l'AREM, qui ont publié un rapport parlementaire le 17 février. Leur évaluation des forces et faiblesses de l'armée française en cas de guerre conventionnelle, comme celle de l'Ukraine, leur fait dire qu'un effort supplémentaire de 40 à 60 milliards d'euros sur 12 ans serait nécessaire. Pendant 20 ans, comme ses voisins européens, la France a diminué ses dépenses en tirant les dividendes de la paix à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et de la fin de la guerre froide. Après les attentats de 2015, le budget des armées est reparti à la hausse. Désormais, la France satisfait aux exigences de l'OTAN, investissant en 2020 l'équivalent de 2% du PIB en dépenses militaires. La loi de programmation militaire 2019-2025 a été augmentée de 1,7 milliard d'euros chaque année depuis 2017 pour atteindre 40,9 milliards en 2022.
Une deuxième phase doit débuter en 2023 et devrait s'élever à plus de 3 milliards d'euros par an, portant ainsi le budget de l'armée à 50 milliards dès 2025. Il s'agit notamment d'honorer la facture du renouvellement de la politique de dissuasion nucléaire, nouvelle génération de sous-marins, modernisation des missiles balistiques et de croisière, mais aussi de faire face aux nouveaux besoins, la cyberguerre et l'espace, deux domaines qui n'étaient pas encore conçus comme des terrains d'affrontement il y a 5 ans. Pour la première fois, le gouvernement a respecté la loi de programmation militaire et l'effort est sans précédent, mais il reste dans une logique de rattrapage. L'attaque de la Russie pose la question d'aller plus loin dans une logique de réarmement. Sur cette question, Nicolas Bavrez. La grande confrontation entre les démocraties et les régimes autoritaires s'est ouverte avec une vraie surprise stratégique. Tout le monde attendait Taïwan avec donc le face-à-face entre les États-Unis et la Chine. Et c'est en Europe que la guerre s'est déclenchée avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce que nous voyons, c'est effectivement une montée, une ascension de la violence, avec le fait que les populations civiles sont utilisées comme une cible prioritaire, avec également aujourd'hui donc des frappes sur des sites nucléaires, et puis la perspective d'une guerre de siège avec de nombreuses victimes civiles, un peu sur le modèle de ce que les Russes ont pu faire à Grozny ou à Alep. Donc évidemment, ces événements dramatiques ont réveillé l'Europe, une Europe qui a été construite sur l'idée que le commerce créait la paix et qui a continué à entretenir ce modèle alors même qu'on voyait remonter les périls stratégiques. Donc le pays qui s'est le plus réveillé, c'est évidemment l'Allemagne, qui a annoncé donc un investissement de 100 milliards d'euros et le fait qu'elle allait porter son effort de défense de 1,5 à 2% du PIB. Mais les questions se posent aussi pour la France. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'en dehors du Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union comme chacun sait, la France est le seul des pays européens qui a continué à être plutôt sérieux en matière de défense. Nous avons conservé la dissuasion nucléaire, nous avons un modèle complet d'armée et nous avons une capacité d'entrer en premier sur des théâtres d'opération. Donc évidemment, c'est plutôt positif. Mais au fil de ces 20 ans, puisque la défense a supporté l'essentiel des efforts d'économie budgétaire en France, nous avons construit une armée de corps expéditionnaires qui est capable de faire de la guerre asymétrique contre des groupes terroristes, mais qui n'est pas préparée au combat de haute intensité, car nous n'avons ni la masse ni le volume. Donc, ça a été rappelé, la France aujourd'hui a des forces armées de 203 000 hommes quand elle en avait 453 000 en 1991. Il reste 222 chars, 254 avions de combat et 19 bâtiments de surface importants. Donc ça, c'est un volume évidemment qui est très insuffisant quand on regarde ce qui peut se passer aujourd'hui en Ukraine. Et la situation est un peu pire sur les munitions ou par exemple sur les missiles. Il y a 2 jours de stock et ce sont donc des munitions qui sont longues et des stocks qui sont longs à reconstituer. Donc aujourd'hui, la question du réarmement se pose donc en France avec 3 grandes questions. Comment est-ce qu'on se reprépare au combat de haute intensité ? Comment est-ce qu'on réfléchit de nouveau à la défense du territoire, qui est un pan qu'on avait complètement abandonné avec l'idée qu'on était dans un système de paix très durable en Europe, et comment on se coordonne avec nos partenaires européens et nos alliés de l'OTAN. Donc, ce qu'il y a à accomplir est extrêmement important puisqu'il faut faire une vraie remontée en puissance en matière d'abord d'hommes. Il faut sans doute à terme augmenter autour de 50 000 hommes les forces armées. Il faut évidemment remonter en termes de matériel, il faut remonter en termes de munitions et de capacité de durée. Et puis il faut aussi, comme il a été dit, il faut innover. Donc
rattraper le retard en matière de drones, investir dans l'espace et dans le cyber, et puis regarder aussi les innovations sur, par exemple, les missiles hypervéloces. Donc, quand on regarde ce programme impressionnant, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut regarder ce qu'a fait Vladimir Poutine en Russie, c'est-à-dire la remontée en puissance d'un système militaire, ça prend entre 10 et 15 ans. Donc c'est un programme sur lequel il va falloir s'engager à la fois avec des mesures d'urgence, par exemple sur les munitions, mais surtout un programme cohérent et durable de reconstitution de cet appareil militaire. Ce qui est très important, c'est qu'il va falloir aussi essayer de le faire en coordination avec nos partenaires européens, puisque une des leçons de cette crise, c'est quand même que les États-Unis sont assez peu présents, et donc il est bien vrai que la diplomatie française voit valider l'effort, le soutien qu'elle apporte depuis des années, mais en plaidant pour l'instant un peu dans le vide, sur la nécessité d'une autonomie stratégique de l'Europe. C'est très important. Et il va se poser une question très rapide, par exemple pour l'Allemagne, le budget de 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que l'industrie de défense a été tellement comprimée que si on veut passer 100 milliards d'euros de commandes, on ne peut le faire aujourd'hui pratiquement qu'aux États-Unis. Donc, il y a une véritable question qui va se poser non seulement sur la remontée en puissance, quelle coordination, quel appareil militaire on essaye de mettre en place pour faire face aux menaces, mais aussi derrière, quelle industrie pour soutenir cet effort de réarmement. Nicole Nisotto. Oui, moi je voudrais prendre une approche un peu différente. Je souscris à tout ce qu'a dit Nicolas Bavray sur l'importance du moment géopolitique, la nécessité du réarmement, etc., etc. Mais quand même, d'abord 2 points de principe. La politique de défense de la France, c'est d'abord la dissuasion de toute attaque sur la France. Autrement dit, nous ne sommes pas dans la situation de l'Allemagne. Notre objectif n'est pas de pouvoir mener des guerres de grande intensité pendant des mois et des mois. Nous n'avons pas non plus la doctrine de riposte graduée de l'OTAN, où la séquence guerre conventionnelle est importante pour la France, à moins qu'elle change de doctrine. L'objectif, c'est de dissuader toute attaque en Europe, et en particulier sur la France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter les forces conventionnelles, parce que c'est vrai qu'il faut être crédible. S'il y a un tout petit escarmouche à Évian, par exemple, on ne va pas déclencher le feu nucléaire ou l'avertissement nucléaire sur Moscou. Mais je rappelle quand même, c'est un principe, notre objectif n'est pas de mener pendant longtemps des guerres de grande intensité. Deuxièmement, il faut rappeler aussi que l'indépendance de la France s'inscrit dans 2 cadres, le cadre atlantique et le cadre européen. Et évidemment, on peut faire la liste de toutes les lacunes françaises. Moi, j'étais au Conseil européen en 2001. On avait fait la liste de toutes les lacunes européennes. Ce sont les mêmes, notamment les avions de transport stratégique. Rien n'a été fait. On a continué à emprunter des Antonov. Et donc, on ne peut pas concevoir le réarmement de la France sans un contexte notamment européen, par exemple les drones. Il y a aujourd'hui un grand programme de drones entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le drone MAL, donc on ne va pas se mettre à construire des drones français alors qu'on est déjà dans un programme européen. Ça, c'est sur les 2 principes. Ensuite, sur la réalité, l'actualité, je crois qu'il faut rendre hommage à Emmanuel Macron, qui en 2017 a été le premier homme politique, depuis la fin de la guerre froide, à décider d'augmenter le budget militaire. Alors, il y avait des raisons, bien sûr, mais en tout cas, il a fortement augmenté le budget militaire français, vous l'avez dit Philippe, de 1,7 milliard par an pendant toute la loi de programmation militaire. Maintenant, quelles sont les questions que pose la guerre en Europe, le retour de la guerre en Europe et le retour de la guerre en tant que telle comme structure des relations internationales ? Moi, je vois 4 questions. La première, c'est l'importance de la dissuasion nucléaire. Jusqu'à maintenant, on avait en France un débat, est-ce qu'il faut ou pas la deuxième composante, c'est-à-dire celle qui est aérienne, qui est portée par les Mirages. Est-ce qu'il faut cette deuxième composante aérienne ou est-ce que la composante sous-marine suffit ? Eh bien, ce débat, à mon avis, va être tranché. On va faire la seconde composante aérienne et on va moderniser la dissuasion nucléaire française. Donc ça, c'est une part du budget important. C'est plus de 10% du budget français. Deuxième question, quelles sont les missions de nos armées ? Est-ce qu'on va continuer à faire des missions de projection comme on l'a fait depuis 20 ans à l'extérieur, ou est-ce qu'on recentre sur des missions de protection du territoire ? Et ce débat-là, il faut qu'on l'ait avec les Européens.
Troisième débat, le format de nos armées. Est-ce qu'on continue avec une armée professionnelle? Est-ce qu'on repense à une conscription, voire une demi-conscription, comme ont les Allemands? Ils ont une espèce de mixte entre l'armée professionnelle et la conscription. Mais c'est une question, si on pense que la guerre est devant nous, qu'il faut poser. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais il faudra bien la poser. Et puis... quatrième question, évidemment, donc celle-là, je l'ai déjà dit, c'est l'harmonisation entre nos décisions et les décisions européennes. 100 milliards d'euros pour la défense allemande, ça veut dire que le budget militaire allemand sera plus du double du budget militaire français, et si on enlève la part du nucléaire dans le budget français, ça veut dire que l'Allemagne aura presque 3 fois le budget militaire français. Ça, c'est une question qui est non seulement militaire, mais également politique. Marc-Olivier Padis. Moi, je voulais revenir d'abord sur l'importance du changement de perspective auquel on est confronté en réfléchissant à la nature de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Je pense qu'il faut y revenir une seconde. Encore mi-février, un très bon spécialiste de stratégie militaire pouvait écrire la guerre interétatique est quasi en voie de disparition. Et c'est vrai qu'on s'était habitué à l'idée que la guerre entre deux États était devenue quelque chose d'impossible pour deux raisons. La première, c'est que les destructions avec les armements modernes sont insupportables, avec un coût de la guerre à tous les égards insupportable. Et deuxièmement, parce que l'interdépendance de fait liée par l'économie, les échanges, la technologie, rendait peu probable une guerre. Bon. On a un retour de la guerre interétatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on s'était habitué à dire que la guerre régulière avait laissé la place à des guerres asymétriques. Je pense qu'on en a parlé un nombre conséquent de fois ici en commentant différentes situations guerrières. Et ce n'est plus forcément la règle. Et donc, il y a un changement de perspective qui est important. Les guerres asymétriques, c'était les guerres qui concernaient des États faillis comme la Libye, des guerres civiles comme au Soudan, des espèces de situations de répression militarisée de populations civiles comme en Syrie, et puis le terrorisme qui sans frontières, etc. En Ukraine, on n'a affaire à aucune de ces situations. L'Ukraine n'est pas un État failli. On voit que l'État tient le choc. C'est pas une guerre civile. Même la Russie parle de génocide dans le Donbass. On sait que ce n'est pas le cas, etc. Donc, on revient à une situation où le contour de la guerre est beaucoup plus facile à saisir, et certainement une des raisons pour lesquelles l'opinion européenne, et française en particulier, réagit si fortement aux images de la guerre, alors que ça a été moins le cas pour d'autres conflits tout à fait récents. Néanmoins, on retrouve des situations de guerre majeure, c'est-à-dire vraiment entre deux États importants, de guerre de haute intensité, mais il reste cette nouveauté de la guerre hybride, c'est-à-dire de la guerre qui est menée sur plusieurs terrains en même temps. Une guerre conventionnelle, cyber, économique, et aussi la guerre de l'information. Et moi, je voudrais juste ajouter un éclairage sur ce point-là. La guerre informationnelle, ça veut dire deux choses. D'abord, la qualité du renseignement. Là, il y a certainement aussi un effort supplémentaire à faire parce que on a pu être impressionné par la qualité du renseignement militaire américain dans cette aventure ukrainienne. Les Américains ont pratiquement donné le jour du déclenchement de l'offensive russe, alors que visiblement les Européens ne disposaient pas, même on ne sait pas si les Américains ont partagé ou pas, mais en tout cas, ne disposaient pas de l'information ou ne l'ont pas cru. Donc il y a tout un volet renseignement. Et après, il y a toute cette question de la guerre informationnelle qui vise les populations civiles. On le voit avec la manière dont Poutine a agité la menace du nucléaire, qui est une guerre psychologique contre la population civile européenne, mais aussi la propagande orwellienne développée par la Russie, qui parle de menaces de l'OTAN contre la Russie, menace complètement imaginaire, qui parle de génocide dans le Donbass, génocide imaginaire. On a entendu la semaine dernière le porte-parole de l'ambassade
de Russie en France déclarait à propos des immeubles d'habitation détruits en Ukraine que ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui bombardent leurs propres immeubles pour accuser les Russes. Le terme de guerre est banni en Russie et même peut être puni de prison. Bref, il y a aujourd'hui un enjeu extrêmement fort sur l'information et c'est vrai qu'on est un peu démunis en Occident sur la qualité de l'information et la qualité du débat public autour d'un événement comme celui-là. On l'a vécu avec la crise du Covid et je trouve que là, c'est un facteur d'inquiétude où on voit beaucoup moins facilement les réponses qu'on pourrait apporter. Béatrice Gibelin. Alors, réarmer, pourquoi et comment je pense qu'un des enjeux importants, réarmer tout le monde est en ce moment d'accord. Mais je dis en ce moment. Maintenant, est-ce que dans la durée, on va garder cette prise de conscience de l'importance du réarmement. Si on a effectivement, comme l'a rappelé Nicolas, le budget militaire a servi de variable d'équilibre du déficit public, c'était aussi parce qu'on a un État extrêmement généreux sur tout ce qui est aide sociale et autres. C'est-à-dire que si on décide de faire un réarmement, et je pense pour ma part qu'il faut le faire, ça veut dire qu'il se passera aussi des choses sur le plan budgétaire français. C'est une question qu'il faut poser. Il y a des choix à faire. Est-ce qu'on est prêt à les faire? Et j'insiste bien dans la durée. Comme l'a dit Nicolas, on ne va pas faire un rattrapage et avoir une armée, on va dire, de qualité en moins de 10 à 15 ans de temps. C'est donc un temps long. Et qui nécessite véritablement un débat important et qui engage réellement la nation française. Ça, pour moi, et là, j'avoue que je suis dubitative. Bien. Au-delà de l'émotion, est-ce que ça va tenir fortement dans la durée ? La deuxième question qui me semble importante, c'est, Nicole Nisotto l'a évoqué, c'est comment doit-on penser ce réarmement, avec qui ? Et c'est bien évidemment, normalement, avec nos alliés européens et dans le cadre de l'OTAN. Mais dans le cadre de l'OTAN, on représente, je crois, à peu près, il y a 30 États dans l'OTAN, il y a 21 États de l'Union européenne qui sont dedans. C'est-à-dire qu'on est normalement le gros morceau, si vous voulez. Bien. Est-ce qu'on est aujourd'hui prêt, au sein de l'Union européenne, à mutualiser ? Parce que si on ajoute tous les budgets des différentes armées européennes, c'est un budget tout à fait conséquent. Bon, et qui tient la route et qui est au-delà du budget de la Chine et bien au-delà, évidemment, du budget de la Russie. Mais est-ce qu'on est prêt à cela ? Peut-être que oui, mais j'ai des doutes. Et que quand il faudra discuter sérieusement, est-ce que la désunion de l'Union européenne ne va-t-elle pas réapparaître ? C'est ça que je voudrais dépasser, si vous voulez, le temps de l'émotion dans lequel on est pour le moment, pour voir un peu plus loin. Donc, pourtant, on a j'allais dire, l'aspect rationnel des choses, ce serait de dire, bah oui, l'Union européenne doit aujourd'hui se doter d'une défense commune, mais ça veut dire donc d'une politique étrangère commune, parce que pour avoir une défense commune, il faut avoir une politique étrangère commune. Donc je pense qu'on est encore assez loin de tout ça, et que on va avoir l'Allemagne qui va se réarmer. Alors, effectivement, elle met 100 milliards, ce qui est beaucoup plus que la France, mais elle vient aussi de beaucoup plus loin. Donc, elle a un effet de rattrapage qui est sans doute encore beaucoup plus important que le nôtre. Donc, on peut peut-être essayer de rééquilibrer les choses. Et puis, est-ce qu'on est prêt à avoir véritablement une défense européenne qui soit découplée de l'OTAN ? Parce que au fond, c'est sur notre territoire européen que les choses se passent. Et si la situation du côté de l'Asie, avec la Chine, s'aggrave, les États-Unis iront du côté de l'Asie et s'éloigneront du côté européen. Donc, il est très important qu'on avance sur l'idée d'une souveraineté véritablement européenne de défense. Et je pense très sincèrement que le chemin va être long. Nicole Nisotto. Oui, juste un premier point pour répondre à Béatrice sur la contradiction entre
avant, on avait une contradiction entre l'écologie et le social. Maintenant, on a la défense, l'énergie, l'écologie, le social. Et tout ça est parfaitement contradictoire. Donc, effectivement, c'est une vraie question. Mais il y a une vieille idée qui traîne depuis longtemps. Moi, j'étais encore à Bruxelles, qui était l'idée d'avoir un accord de la part des États membres pour que les dépenses de défense, d'investissement, c'est-à-dire pour l'avenir, le budget d'avenir, soient exclues du déficit public. Donc, on aurait, si on revenait un jour à la règle des 3%, que le déficit ne peut pas être supérieur à 3%, on exclurait les dépenses d'investissement de défense. J'y crois peu, mais c'est une idée. Deuxième chose que je voudrais dire, la défense, c'est pas simplement être prêt au combat. La défense, c'est aussi la prévention du combat. Et là, je dois dire que moi, les bras m'en tombent. Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, sur la structure du désarmement en Europe, ce qui faisait la stabilité de l'Europe, on avait 3 accords de désarmement. Un accord nucléaire, les FNI, un accord conventionnel, le FCE, et un accord ciel ouvert. Ces 3 accords ont disparu, 2 parce que le FNI et le ciel ouvert parce que Trump en est sorti, et le 3e parce que les Russes en sont sortis. Et face à ça, On n'a rien fait. on n'a rien fait, enfin, à moins qu'en secret on négocie. Moi, je n'ai rien vu, et surtout pas de la part de la France. Et je trouve ça très inquiétant, et la disparition du Quai d'Orsay à venir est encore plus inquiétante à cet égard. Nicolas Bavrez. Je voulais juste revenir très rapidement sur l'idée que, effectivement, le réarmement, il n'est pas seulement militaire. Il est aussi économique, politique, moral, et il est évidemment, il ne peut pas être uniquement national. Il doit être pensé avec les Européens et pour l'instant en relation avec l'OTAN. Alors, est-ce qu'on peut régler toutes ces contradictions très vite? Sans doute pas. En revanche, on a quand même des moyens. Par exemple, prenons les plans de relance. On a quand même déjà des sommes considérables qui sont prévues. On peut les réorienter en partie ou intégrer la contrainte de sécurité dans les dépenses très importantes qui ont été prévues. Il y a des moments où on a aussi des objectifs convergents. Prenons par exemple la dépendance aux hydrocarbures, pétrole et gaz russe. Le fait de réduire cette dépendance peut être tout à fait cohérent avec une politique d'économie d'énergie ou de transition. Donc il y a quand même des moments où les choses peuvent se recouper. Mais ce qui est vrai, c'est que comme il va falloir faire de la souveraineté énergétique, de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté en matière de santé, de la souveraineté en matière industrielle, il est clair que ça veut dire que le mode de vie qui a été celui des Européens dans le dernier quart de siècle, fondé sur une augmentation du pouvoir d'achat en fait très forte, mais par la baisse des produits qui venaient à travers la mondialisation, ça, on va sortir de ce monde. Et donc, il est clair que ça va supposer de faire bouger le contrat économique et social. Et comme l'a rappelé... comme il a été rappelé, ça veut dire que les citoyens vont devoir accepter de payer le prix de la liberté. Et c'est un changement qui est un changement gigantesque sur lequel peu de pédagogie politique a été faite jusqu'à présent. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, qui est celui des rapports entre Pékin et Moscou. Le 4 février, lors d'une visite à Pékin, Vladimir Poutine ratifiait en bloc les thèses chinoises sur l'Asie-Pacifique, de Taïwan à l'Australie, sans oublier le Japon. De son côté, Xi Jinping soutenait la demande russe de garanties juridiques de sécurité en Europe sans aucune mention de l'Ukraine. Un tournant pour Pékin, qui s'était jusque-là abstenu de reconnaître l'annexion de la Crimée et n'avait pas soutenu la Russie dans la guerre de Géorgie en 2008. Une première pour la Russie, qui n'avait jamais encore pris le parti de la Chine sur Taïwan. Dans leur communiqué commun, les Russes ont signé avec les Chinois un accord de fourniture de gaz et de pétrole de 104 milliards d'euros. Après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, le 24 février, Pékin s'est gardé de toute condamnation, mais a insisté sur le droit de Moscou à sauvegarder sa sécurité, tout en critiquant l'attitude occidentale et surtout américaine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a affirmé que la Chine ne veut pas la guerre, précisant dans un communiqué du ministère que la situation actuelle est quelque chose que nous ne voulons pas voir, mais le 7 mars, il a assuré que l'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses.
Alors que l'Union européenne représente 37% des échanges commerciaux de la Russie en 2020, la Chine n'est pas le premier partenaire économique de Moscou qui pèse pour 15% de ses exportations et 20% de ses importations. Le PIB chinois est près de 10 fois supérieur au PIB russe, mais les produits phares que la Russie exporte sont justement ceux dont la Chine est friande, hydrocarbures et céréales. Dès l'annonce de l'opération militaire russe, les bourses chinoises ont chuté, signalant la nervosité des marchés asiatiques. Dans le même temps, la Chine refuse de couper les ponts avec l'Ukraine, un allié de sa nouvelle route de la soie, qui lui fournit des technologies militaires précieuses et dont il est devenu le premier partenaire commercial. Les investissements chinois dans la construction d'infrastructures sont considérables. L'Ukraine est un important fournisseur d'armes à la Chine et un marché clé pour les entreprises chinoises de télécommunications. Le 4 janvier, Xi Jinping avait envoyé au président ukrainien Volodymyr Zelensky un message à l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, message indiquant notamment attacher la plus grande importance au développement du partenariat stratégique Chine-Ukraine. Quant aux enseignements que la Chine pourrait tirer de l'Ukraine pour Taïwan, le sinologue Jean-Pierre Cabestan les résume ainsi : en attaquant Taïwan, la Chine mettrait à bas l'ordre économique mondial. Alors que le ministère des Finances chinois a annoncé le 5 mars que le budget militaire du pays augmentera cette année de 7,1%, un sondage publié le 22 février sur le site Taiwan News indiquait que 63% des Taïwanais ne croyaient pas à une attaque chinoise en cas d'agression russe de l'Ukraine. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Cette alliance entre la Chine et la Russie, parce qu'on peut parler véritablement d'alliance, c'est une alliance qui s'est construite depuis longtemps, dans la durée. On n'y a peut-être pas porté toute l'attention qu'il aurait fallu, mais depuis 1996, il y a déjà eu un accord important sur le plan stratégique, véritablement, et qui est dans une position très tôt d'hostilité à l'élargissement de l'OTAN. Donc ça fait... Et depuis, il y a eu énormément de documents, véritablement de contacts, d'arrangements, de soutien. Depuis, donc c'est pas quelque chose qui est récent. On cite toujours effectivement le 4 février, jour d'ouverture des Jeux Olympiques, où il y a eu cet accord pour les hydrocarbures, qui est sur une somme importante, bien sûr, mais c'est véritablement une longue affaire. Et cette longue affaire, à mon avis, elle est dans cette stratégie véritablement de casser cette hégémonie américaine et toute l'idéologie d'une démocratie libérale, des droits de l'homme, qui fonctionne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'idée que maintenant, c'est un autre modèle qui doit s'imposer. Et pour cela, la Chine a besoin de la Russie. Parce que je pense que dans cette alliance, il y a quand même un qui est nettement plus gros que l'autre. On a dit 10 fois le PIB. Et bien évidemment, pour la Chine, c'est j'allais dire, un petit allié, mais qui lui est très nécessaire, non seulement pour les hydrocarbures et les métaux rares ou autres qui vont pouvoir lui vendre, mais il lui est nécessaire pour apparaître sur un plan idéologique comme étant la possibilité d'un autre modèle. Ils ont bien écrit un texte sur lequel il y a différents modèles de démocratie, et pensant que c'est le leur qui doit s'imposer. Moi, c'est ça qui me semble extrêmement important. Pour la Chine, en ce moment, le choix est quand même toujours très calculé. C'est-à-dire que ses intérêts resteront toujours premiers par rapport au risque pris vis-à-vis de la Russie. À la limite, laissons la Russie prendre les risques et nous, on prendra les opportunités. C'est-à-dire qu'on profitera de ce qui sera possible pour nous. Et il y a une opportunité pour la Chine, c'est-à-dire que les États-Unis sont obligés de se réintéresser à l'Europe, de réinvestir sur le front européen. Or, ces forces ne sont pas sans doute suffisantes pour maintenir deux fronts très importants, l'un côté Asie, l'autre côté Europe. Et si elles se dégarnissent côté Asie pour aller côté Europe, c'est autant d'opportunités possibles pour la Chine. Donc, je pense que ce balancement-là est quand même extrêmement intéressant à garder en tête, si vous voulez. Et cette revanche idéologique, elle va s'accompagner aussi peut-être d'une évolution de rapport de force
peut-être militaire et économique. Les limites de ça, c'est que quand même la Chine a besoin du marché européen. Parce que le marché européen, Philippe l'a rappelé, c'est effectivement une part importante et on est le marché du monde le plus nombreux et le plus riche. Donc, avoir des difficultés avec ce marché-là, c'est compliqué. C'est les routes de la soie. Il faut bien qu'elles passent par quelque part, ces routes de la soie. Et elles doivent passer effectivement par l'Ukraine. Et on a rappelé qu'avec l'Ukraine, la Chine avait de très bonnes relations économiques, armement, etc. Mais si l'Ukraine passe sous le contrôle de la Russie, eh bien, les routes de la soie continueront à circuler. Et les enjeux sont pour la Chine. Est-ce que c'est de jouer sur le combat idéologique et l'emporter en imposant son modèle comme étant le meilleur des modèles, ou est-ce que c'est tenir un peu encore un équilibre sans s'avancer trop, car une déstabilisation de l'économie mondiale d'un grand conflit serait pour la Chine aussi des préoccupations dans une instabilité interne. Pour garder sa stabilité interne, il faut que les Chinois continuent de voir leur mode de vie s'améliorer, s'enrichir. On est sur un moment extrêmement dangereux pour l'équilibre du monde aujourd'hui. Marc-Olivier Padis. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Béatrice, c'est-à-dire que on voit qu'il y a des convergences fortes entre Russie et Chine, mais il n'y a pas un alignement complet de la Chine sur la Russie. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé le 4 février au moment de la déclaration commune Chine-Russie au début des Jeux olympiques d'hiver en Chine est un peu emblématique de cette relation. C'est-à-dire que là, la Chine a repris le discours russe sur les menaces constituées par l'élargissement de l'OTAN. Et c'était sans doute un signal faible qu'on aurait dû observer plus attentivement sur le fait que si Poutine allait chercher la confirmation de son discours de justification sur l'attaque contre l'Ukraine auprès de la Chine, c'était important. Et il semble, d'après les interprétations qu'on peut tirer, évidemment là c'est plutôt des interprétations, qu'il n'ait pas averti directement Xi Jinping de ce qu'il allait faire. Et que les Chinois ont été un peu surpris. Et par exemple à l'ONU, ils n'ont pas pris la parole pour donner leurs commentaires quand il y a eu la délibération. Et donc c'est un peu emblématique. Donc on voit bien, il y a le côté désir de revanche, le discours « l'Occident nous a humiliés, maintenant c'est à nous, nous allons organiser un nouveau monde, un nouveau système mondial, etc. » Moi, je suis très sceptique sur la force de ce discours parce qu'il y a aussi des intérêts divergents. Ça pourrait créer un effet, peut-être un des effets secondaires de cette guerre serait la fin du web international. C'est-à-dire qu'on voit bien la Russie. Il y a des gens qui ont dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas Internet en Russie ?» En fait, la Russie a déjà pratiquement coupé Internet. Elle s'est isolée et c'est le rêve des Chinois, c'est d'avoir leur propre système. On pourrait avoir un découpage où on n'aurait plus un web mondial, mais un web régional. Donc, il y a cette idée d'une réorganisation régionale du monde que partagent les deux pays. Mais l'intérêt de la Chine, comme l'a dit Béatrice, ça reste d'être une puissance économique exportatrice. Et pour ça, elle a besoin de la stabilité internationale et de pouvoir commercer, en particulier avec l'Occident, puisque la Russie n'est même pas dans les 10 premiers partenaires économiques de la Chine. Je prendrai juste deux exemples pour finir. Aujourd'hui, une des difficultés principales que connaît la Russie en raison des sanctions européennes et américaines, c'est que le rouble a perdu la moitié de sa valeur. Et c'est un gros problème, et les Russes aussi, en termes d'image, même un peu plus de la moitié, je pense, en termes réputationnels. Le rouble a perdu la moitié de sa valeur. Et donc, c'est un gros problème parce que ça veut dire que pour acheter des biens à l'extérieur, et en particulier pour l'alimentaire, la Russie dépend beaucoup de ses importations, même si elle en dépend moins qu'il y a quelques années. Elle a besoin plutôt d'un rouble fort, un rouble faible, ça coûte plus cher.
Et donc, ce que devrait faire la Banque centrale russe à ce moment-là, c'est acheter du rouble sur les marchés internationaux pour soutenir la valeur du rouble. Or, elle ne peut pas parce que dans les sanctions, on a gelé des avoirs que la Banque centrale russe a placés dans différents pays occidentaux. Et donc, à ce moment-là, qui pourrait intervenir pour soutenir le rouble au niveau international ? Les Chinois, parce qu'eux, ils ont des réserves de devises énormes. En tant que puissance exportatrice, ils récupèrent beaucoup de devises internationales, de l'euro et des dollars. Or, les Chinois ne le font pas. Ils ne soutiennent pas le rouble qui est attaqué. Donc, ils s'accommodent très bien de l'affaiblissement de l'économie russe. Deuxième exemple, le prix du gaz a augmenté ces derniers mois, pas simplement depuis le déclenchement de la guerre, mais ces derniers mois parce que la reprise économique en Chine a généré une demande importante d'énergie. Et donc, les Chinois se sont mis à importer beaucoup de gaz naturel liquéfié qui est amené par supertankers. Or, un certain nombre de ces supertankers qui se dirigeaient vers la Chine ces derniers temps ont été détournés avec l'accord des Chinois pour revenir en Europe et pour fournir du gaz naturel liquide, du GNL, aux Européens. Donc ça veut bien dire que les Chinois ne se situent pas dans une perspective de confrontation forte avec les Européens. Ils ne veulent pas couper leurs relations économiques, et pour la raison qu'a dite Béatrice, c'est qu'ils ont besoin, pour des raisons de stabilité intérieure, de maintenir leur économie en bon état. Puis on peut aussi penser que les Chinois ont réfléchi à l'inattendue réponse des Européens. C'est-à-dire que, une petite chose, Béatrice pourrait peut-être nous éclairer, mais il y a un vieux conflit territorial entre la Russie et la Chine le long du fleuve Amour. Oui. Il a été résolu. Il a été résolu. Il a été résolu. Alors l'hypothèse farfelue que j'allais faire ne tiendra pas la route. Nicole Niesotto. Oui, alors moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a une alliance très solide entre la Russie et la Chine, mais c'est une alliance qui va en deçà du militaire. Il n'y a aucune alliance de défense entre les deux puissances. C'est surtout une alliance, je pense, opportuniste et en même temps idéologique. Dans le document qu'ils ont signé le 4 février, c'est très clair. Ce qu'ils proposent, c'est très cynique, c'est un nouveau modèle de démocratie universelle, une nouvelle forme de gouvernance mondiale. Il y a le modèle occidental et puis il y a le modèle, et donc le modèle asiatique, si je puis dire, euro-asiatique. Et donc c'est vraiment une alliance idéologique, une alliance opportuniste, mais pas une alliance militaire. Et je voudrais revenir sur la prudence de la Chine dans cette affaire. Déjà, sur la Crimée, la Chine n'avait pas applaudi au référendum en Crimée. Sur l'Ukraine, la Chine n'a pas condamné l'intervention, mais elle ne l'a pas non plus soutenue. Je regarde la Chine a dit elle regrette la guerre, mais elle comprend les motivations de la Russie. Elle dit que le monde n'a rien à gagner d'une nouvelle guerre froide. Et donc, il y a de la part de la Chine une position très ambivalente qui est ni confrontation, ni condamnation, ni applaudissement à l'égard de la politique russe. Et donc, il y a trois raisons, je crois, pour lesquelles il y a cette prudence de la Chine, cette ambivalence de la Chine, sur lequel nous, Occidentaux, on peut jouer. Il y a trois raisons. La première raison, vous l'avez dit, c'est que la Chine est beaucoup plus dépendante du commerce mondial que la Russie. Et donc, la Chine n'a aucun intérêt, en appuyant trop Moscou, de subir également des sanctions occidentales ou européennes qui la pénaliseraient, y compris en politique intérieure. Donc ça, c'est une raison forte, je crois. Mais il y a la deuxième raison, c'est que la Chine regarde la guerre et constate, comme le disait Philippe Meyer, que les Occidentaux ont réagi beaucoup plus fort qu'on pouvait s'y attendre, et qu'il y a une espèce de camp désormais bien soudé entre l'Europe et les États-Unis, alors que jusqu'à maintenant, tout l'objectif de la Chine était de séparer Europe et Américains en espérant avoir une espèce de bienveillance européenne, notamment commerciale, à son égard. Et donc, cette renforcement du camp occidental est une mauvaise nouvelle pour la Chine, et donc l'amène aussi à ne pas renforcer encore plus l'unité des ennemis. Et surtout, je crois que la Chine, elle a un principe majeur dans sa politique intérieure et extérieure, c'est la souveraineté des États et le respect de l'intégrité territoriale des États. Et donc, elle ne peut pas
applaudir quand il y a un référendum en Crimée, parce que c'est une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine, et elle a peur que la même chose se passe au Tibet et au Xinjiang. Deuxièmement, elle ne peut pas s'applaudir à l'annexion du Donbass ou peut-être de toute l'Ukraine par la Russie, en tout cas par un dépeçage de l'Ukraine, au moment où elle revendique que Taïwan est aussi un dépeçage de la Russie, que Taïwan est une partie... De la Chine. Pardon, de la Chine, que Taïwan est une partie intégrante de la Chine. Et donc, sur le plan des principes, il y a une opposition fondamentale entre la Russie et la Chine qui fait que la Chine est aujourd'hui prudente. Dernier point, donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise ces faiblesses? Est-ce qu'on peut accepter une médiation chinoise? Moi, je pense que oui. Je ne suis pas sûr qu'elle porte des effets, mais il faut prendre la prudence de la Chine pour ce qu'elle est et peut-être voir si on ne peut pas en tirer un bénéfice pour un cessez-le-feu. Pas pour la suite, mais en tout cas pour un cessez-le-feu immédiat. Et deuxièmement, sur Taïwan, alors il y a 2 scénarios sur Taïwan. Il y a celui dont parlait Béatrice, qui est de dire, maintenant que les Américains sont occupés en Europe, c'est une bonne opportunité, on va attaquer Taïwan parce qu'ils n'ont pas les moyens de mener deux menaces de front. Mais il y a aussi l'autre analyse qui est de dire... oh là là, les Américains sont tellement mobilisés sur la Ukraine, dont après tout, ils n'ont pas grand-chose à faire, que c'est surtout pas le moment de faire quelque chose sur Taïwan, parce qu'on va avoir les mêmes réponses sévères de la part des Occidentaux. Nicolas Bavrez. Pour compléter ce qui a été dit, donc c'est vrai que le fondement, c'est quand même qu'on a une solidarité stratégique contre l'Occident, entre la Chine et la Russie, avec la volonté donc de construire un monde qui soit un monde de sphère d'influence et surtout d'imposer l'idée qu'il y a plusieurs formes de démocratie et qu'en réalité les régimes autoritaires seraient une autre forme de démocratie. Et alors, à l'intérieur de ça ensuite, c'est vrai que ça n'est pas pour l'instant une véritable alliance militaire. Et surtout, je pense qu'il y a 2 grandes différences qui sont le poids, évidemment, de ces 2 partenaires et puis la dimension du temps, le court terme et le long terme. Donc le poids, on le sait, c'est 1 à 10 ou 1 à 12, c'est-à-dire que l'économie russe est aujourd'hui à peu près de la taille de l'Italie. Surtout, c'est une économie qui ne repose que sur les hydrocarbures et l'industrie de l'armement et aussi de l'alimentaire. Donc c'est une économie qui est très peu diversifiée et qui, à sa manière, est fragile, si on pense en tout cas que l'avenir des hydrocarbures est quand même à terme compromis. Alors maintenant, le court terme et le long terme. C'est vrai que la Chine est très prudente et qu'en réalité, pour les dirigeants chinois, on le voit, sont très mal à l'aise avec l'aventurisme de Vladimir Poutine. Il y a 4 arguments. D'abord, il faut quand même rappeler que les Jeux de Pékin sont toujours en route. Il y a les Jeux paralympiques qui se poursuivent et il va de soi que cet événement est complètement occulté et que pour Pékin, cette séquence de jeux qui devait être triomphante sera quand même dominée en réalité, restera dans l'histoire comme les jeux de la guerre en Ukraine. Comme il a été dit, souveraineté, non-ingérence et le fait que la Chine était le premier partenaire de l'Ukraine, ça n'est pas du tout bien ressenti également. L'instabilité économique, puisque on va avoir dans le monde moins de croissance, plus d'inflation. On va avoir une énorme hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, et notamment du blé, ce qui est dans une année où Xi Jinping est censé recevoir un 3e mandat, ce qui va enterrer l'héritage de Deng Xiaoping. C'est quand même exactement l'inverse de ce qu'il pouvait souhaiter. Et puis, il y a un dernier élément qu'il faut quand même rappeler, c'est que pour les Chinois, le fait d'agiter des menaces nucléaires ou d'aller bombarder des sites nucléaires, c'est des centrales nucléaires, c'est pas du tout quelque chose que la Chine envisage d'un bon œil. Donc il y a beaucoup de choses dans ce court terme, parce que Vladimir Poutine, lui, est dans un agenda de court terme qui gêne la Chine. Pour le reste, sur le long terme, en revanche, la Chine joue sa partie, et c'est vrai que
elle peut. Est-ce qu'elle va s'entremettre? Si elle devait le faire, elle va essayer de le faire payer d'un prix très élevé, c'est-à-dire notamment en termes de levée de sanctions américaines sur son commerce ou en termes de reconnaissance de sa souveraineté sur la mer de Chine du Sud. Donc, elle ne le fera pas gratuitement et je pense que ça sera du coup compliqué. Pour Taïwan, me semble-t-il, c'est plutôt la prudence parce que les Chinois vont attendre de voir comment ça se passe, mais la résistance des Ukrainiens et l'unité de l'Occident seront clairement prises en compte avant toute décision. Et sur le long terme, il y a deux choses qui me semblent importantes et à ajouter, c'est que premièrement, il va y avoir une incroyable dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine, puisque la Chine est maintenant la ligne de survie du régime sur le plan économique, que la Russie devient une espèce de grosse Corée du Nord, mais c'est pas quelque chose de... Il y a une asymétrie incroyable, que la Chine va continuer à travailler, parce que il n'y a pas que la Chine qui cherche à ne pas prendre position. Il y a beaucoup de grands États du Sud, évidemment l'Inde, mais une partie de l'Asie également. Et donc, je pense que la Chine va essayer de fédérer autour d'elle sur cette position. Et puis, évidemment, on a d'un côté cette réaction positive des démocraties occidentales, mais la grande question qu'on a déjà trouvée avant, c'est est-ce que nous allons tenir dans la durée? Est-ce que nous allons être capables à la fois d'avoir une vraie unité et une vraie stratégie globale, intelligente, et à la fois militaire, économique, politique, diplomatique, de riposte à Moscou. Et beaucoup, évidemment, la Chine va regarder ça avec beaucoup d'attention. Béatrice Gibelin. Oui, je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, la Chine est très soucieuse de la souveraineté sur le territoire et donc de non-ingérence, mais elle n'avait pas guère réagi quand il s'agit de la Géorgie, quand il s'agit de la Transnistrie, de tout ça est passé. Oui, c'est petit, d'accord, c'est petit, mais si les principes, on a des principes, si on accepte que les principes, c'est seulement en fonction de la taille de ce qu'on envahit ou pas, donc il y a des moments où on s'accorde assez facilement avec des ingérences. Ça me semble quand même un signe important. Il y a quelque chose dont on ne tient pas compte aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation de court terme au niveau du peuple russe? Parce qu'il y a la stratégie de Poutine, et c'est pour ça que je trouve que l'attitude qu'on a parfois de fermeture de tout ce qui est culturel, contact, je ne suis pas sûre que l'ensemble du peuple russe applaudisse des deux mains avec un réflexe nationaliste comme ça, direct, à la politique de Poutine. Et donc, il peut y avoir aussi des choses qui se passent par l'intérieur de la Russie. Alors que l'opinion publique chinoise, elle n'est pas du tout dans la même disposition, si vous voulez, que le peuple russe, qui se sent quand même, en tout cas pour tout ce qui est l'élite cultivée ou autre, du côté européen et pas du côté asiatique. Donc c'est peut-être une donnée avec laquelle on doit aussi peut-être réfléchir quelque peu. Mais quand même, la volonté d'imposer le modèle passera sur un certain nombre de conséquences négatives. Le zèle avec lequel un certain nombre de gens veulent bannir tout ce qui est russe des scènes nationales me rappelle qu'au moment de l'enlèvement de Pierre Laporte par le Front de libération du Québec, il y avait eu une opération dite la loi des mesures de guerre prise par Pierre Trudeau, qui avait valu une espèce de déchaînement policier et qu'on racontait, je crains que ça n'ait été vrai, qu'un leader syndical qui était Michel Chartrand, avait été perquisitionné et que chez lui, la police royale du Canada avait saisi les œuvres de Lénine, de Staline et de Lamartine. Lamartine. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'inaugurerai en disant qu'on peut regarder avec plaisir et profit sur Arte la série dont Volodymyr Zelensky fut le populaire protagoniste avant de devenir un héros national. Serviteur du peuple, puisque tel est le titre de cette série, fait l'objet de plus de 35 accords ou demandes d'accords de diffusion avec le producteur. La Grande-Bretagne, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, plusieurs pays d'Amérique latine, les États-Unis sont sur les rangs ou ont déjà signé. Et voilà comment Wikipédia
résume la première série de Serviteurs du peuple. Je cite : « Alors qu'il confie à un collègue son dépit concernant la corruption des élites avec force juron, le professeur d'histoire Vassili Goloborodko est filmé à son insu. La vidéo postée sur Internet atteint rapidement plusieurs millions de vues et l'humble citoyen est porté au pouvoir à la présidentielle. Dès les premiers instants de sa prise de fonction, l'indigné croule sous les passe-droits et les privilèges, passant entre les mains d'une batterie de stylistes et d'esthéticiens, rencontrant son staff, dont un sosie employé principalement pour boire avec le président Loukachenko, son homologue biélorusse, mais aussi un expert en flatterie à usage personnel, une psychologue, la psychologue de sa psychologue, un chaman, etc. Bref, une tâche délicate l'attend, réformer le pays. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, je vais parler d'un ouvrage, celui d'Emmanuel Faber, qui était le directeur général de Danone et qui a été, sorti un peu brutalement par des actionnaires qui trouvaient que l'action baissait beaucoup trop et que les dividendes ne suivaient pas. Et ça s'intitule « Ouvrir une voie ». Et c'est extrêmement intéressant parce que Faber est né dans les Alpes. Il a été lycéen à Gap et il a toujours fait de la montagne et c'est un remarquable alpinisme. Et c'est ouvrir une voie, c'est le désir de créer le premier passage, là où personne n'est jamais passé, avec tous les risques que ça comporte, mais aussi toute la préparation et tout le sérieux qu'il faut y mettre. Et puis, c'est ouvrir une voie dans le capitalisme d'aujourd'hui. Et ce qu'il avait essayé de faire avec Danone. Franchement, on se dit que si on en avait plusieurs comme ça, de patrons, on serait plus optimiste. Nicole Nisotto. Oui, il avait été, me semble, un des premiers patrons à appliquer la RSE avec le S social très développé dans son entreprise. La RSE, il faut essayer responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Moi, j'ai 3 petites brèves rapides de lecture. La première, une revue très grand public, mais très sérieuse, qui s'appelle Questions internationales, dont j'avais déjà parlé il y a quelques années, et qui est une revue publiée par la Documentation française, et avec une méthodologie très aérée, plein de cartes, plein de photos. Et donc, le dernier numéro s'appelle « À quoi sert l'OTAN ?» Et c'est une revue qui a une certaine pertinence, parce que les sujets choisis collent relativement bien à l'actualité. Le précédent, c'était l'Europe après le Brexit. Et donc, c'est une revue de qualité qu'on trouve en kiosque. Les auteurs sont des universitaires et je recommande fortement la lecture. Deuxième lecture, alors une revue au contraire très chic et plutôt confidentielle, qui est Le Grand Continent, une revue électronique, mais qui va passer à revue papier grâce à un accord avec Gallimard dans les tout prochains mois. Et je voulais juste, dans cette revue, souligner l'intérêt de l'article de Louis Gauthier sur évidemment les conséquences de la guerre pour l'Europe. Ça s'appelle pour l'Europe le jour où tout a commencé. Ça, c'est mon deuxième. Et mon troisième, ma troisième brève de lecture, c'est évidemment Gogol. Un ami m'a suggéré de relire le grand écrivain ukrainien, qui est Gogol. Et donc, je me suis remise pour commencer à la lecture des nouvelles. Et c'est un vrai plaisir. Nicolas Bavrez. Beaucoup va dépendre de la capacité des démocraties à se réformer et à tenir sur le front intérieur. Et donc, je voulais recommander la lecture du nouveau livre de Yascha Mounk qui s'appelle « La grande expérience », qui est sur ces sociétés pluriethniques, sur leur fragilité, les risques d'anarchie ou de fragmentation, mais aussi sur leurs ressources et leur capacité à se mobiliser, en essayant de réinventer le rôle de l'État et en conservant à la fois du patriotisme, une capacité à avoir une nation soudée tout en étant diverse. Donc c'est un livre qui donne un peu évidemment matière à réfléchir, mais aussi matière à optimisme, dans un moment où effectivement la démocratie est clairement sous un feu croisé de menaces populistes à l'intérieur et puis évidemment les régimes autoritaires à l'extérieur. Marc-Olivier Padis. Je recommande un documentaire que je suis allé voir cette semaine d'Alice Diop qui s'appelle « Nous ».
un titre un peu bref. Ce documentaire a eu un prix au Festival de cinéma de Berlin. Alice Diop, c'est une documentariste de la région parisienne. Elle a repris l'idée qu'avait eue l'écrivain François Maspero en 1990 dans Les Passagers du Roissy Express de parcourir l'ensemble de la ligne B du RER du nord au sud de Paris. Elle reprend un peu ce principe de façon un peu moins systématique, mais quand même. Et donc, elle nous fait voyager à travers toute l'Île-de-France, du nord au sud, donc en passant par Saint-Denis, la Basilique, Drancy avec le mémorial du camp, et tout ça jusqu'à la forêt de Fontainebleau, à Gif-sur-Yvette, où elle va voir l'écrivain Pierre Bergougnot. Et donc, la magie du documentaire, c'est de nous faire regarder à nouveau ce que nous avons sous les yeux et que nous ne voyons pas, à savoir une région parisienne dont on se rend compte qu'on la connaît fort mal. Et évidemment, on croise des personnages inattendus ou au contraire d'une banalité, mais vue avec une grande humanité. C'est fait vraiment avec beaucoup d'intelligence. Et donc, je recommande vivement Alice Diop, qui parle de nous. Alors, c'est encore dans certaines salles et évidemment, j'espère bientôt visible en streaming. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis que Olivier Magloire veille aux plateformes de financement. Je remercie Thibaut Delage qui a enregistré cette émission aujourd'hui et je remercie également Nouvelles Écoutes et Julien Neuville en vous donnant rendez-vous mercredi prochain pour notre prochain Bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.